Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, plus important qu'il n'y paraît, c'est la phobie scolaire. Quelle solution? Parce que vous, en tant que coach scolaire ou coach scolaire en devenir, vous allez bien entendu avoir des enfants ou des élèves qui ont des problèmes à l'école et donc la proportion d'élèves ayant alors on appelle ça phobie scolaire, mais je vais expliquer dans cette vidéo ce que ça veut dire, mais en tout cas au niveau statistique, eh bien la proportion de jeunes que vous allez avoir statistiquement, elle est plutôt élevée. Donc c'est un sujet très important. Donc qu'est-ce que c'est la phobie scolaire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites et vous allez voir qu'il y a aussi un lien avec la mémorisation. Et oui, donc aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc on va voir cette chose, on va dire, de phobie scolaire, comment ça se crée, évidemment, quelles sont les solutions et les erreurs à éviter. Mais avant, comme vous le savez, donc vous avez en lien, en description, la formation gratuite sur comment créer un changement et développer votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu ou pas d'expérience, notamment en marketing. Voilà, je ferme la parenthèse et on va directement sur notre sujet. C'est parti. Donc la phobie scolaire, c'est une charge émotionnelle forte et donc négative en lien avec l'école ou l'apprentissage. C'est aussi, je dirais même, et ou. Alors, concrètement, eh bien, c'est une peur irrationnelle, comme aussi une peur de parler en public ou peur des araignées. Vous voyez, c'est vraiment une peur. Donc cette charge émotionnelle, c'est une peur qui est complètement irrationnelle. Donc il y a eu un événement qui a créé cette peur. Alors en général, lorsque l'enfant est petit, et ensuite cette peur se perpétue dans l'âge adolescent ou voire même l'âge adulte. Donc ça peut paraître aussi bizarre comme le fait de peur de parler en public. Bon, le public va pas vous manger, mais il y a toujours cette peur, ou même par exemple des peurs des araignées, peur des souris. Bon, une araignée en France ou dans la francophonie, ça fait pas de mal. Alors c'est sûr que si vous êtes dans des pays un peu exotiques, il faut s'en méfier, mais autrement ici, il n'y a aucune raison d'avoir peur des araignées. Donc c'est une peur complètement irrationnelle. Donc ici, c'est une peur plus ou moins forte selon le degré émotionnel. À savoir, lorsque l'émotion a été extrêmement forte, eh bien, comment dirais-je, le lien, l'ancrage va devenir fort et donc aussi de plus en plus irrationnel. Donc, cette phobie est plus ou moins forte. Il n'y a pas de phobie ou non-phobie. Il peut y avoir des jeunes qui ont la phobie scolaire un peu forte et d'autres, oui, ça fait comment dirais-je, des degrés. Voilà. Donc, il peut y avoir des degrés extrêmement forts comme des degrés un peu moyens, mais c'est quand même une phobie. Dans le sens où, bien entendu, ça reste irrationnel. Alors, comment se crée une phobie? Alors, j'ai un peu spoilé juste avant. Tout simplement, c'est comme une phobie classique. C'est exactement la même chose. Donc, c'est un événement qui a déclenché ça. Et cette phobie va s'ancrer et sera plus ou moins forte selon l'intensité de l'émotion au moment de l'événement vécu. Parce que le cerveau apprend et mémorise d'autant mieux que l'émotion est forte. C'est vraiment ça. Donc en fait, là c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un lien avec l'émotion. Phobie scolaire et émotion, bah oui, parce qu'en fait c'est émotion et mémorisation. C'est une mémorisation qui a été excellente durant un événement, et sauf que cette mémorisation va rester et va devenir, on va dire, irrationnelle, va produire des effets négatifs et irrationnels. Voilà, c'est exactement ça. Comme par exemple quand vous avez la phobie de l'eau, à un moment, très souvent, c'est lié à des événements où, étant petit, on vous a poussé dans l'eau à la piscine. On vous a poussé dans l'eau parce qu'on pensait faire une blague, chose comme ça. Et donc ça crée une charge émotionnelle très très forte. Et donc le cerveau va faire un lien entre la peur et l'eau. Et d'où ensuite la phobie. Alors pas vraiment de l'eau, mais le fait par exemple d'avoir la phobie de mettre la tête sous l'eau. Voilà, ça peut arriver. Et ensuite ça devient complètement irrationnel. Donc ici, c'est vraiment en lien à l'école. Et donc le cerveau mémorise d'autant mieux que vous avez une émotion qui est forte et le cerveau,
Alors évidemment, on pourrait dire, ah, mais c'est bizarre, ce type de fonctionnement. Simplement, le cerveau est conçu non pas pour vous rendre heureux, mais simplement pour vous maintenir en vie. Donc là, si je reprends par exemple l'exemple de la mémorisation avec une émotion forte, je ne sais pas à quel âge vous aviez le 11 septembre 2001, mais beaucoup de personnes ont un souvenir très précis. Moi-même, j'ai un souvenir très précis de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Donc là, il y a plus de 20 ans. Mais il y a plus de 20 ans, vous vous souvenez exactement de ce que vous avez fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une forme de sidération et d'émotion devant l'événement. Donc le cerveau, tac, a complètement tout enregistré. Comme par exemple l'attentat du Bataclan en novembre 2015. Et moi, par exemple, personnellement, je m'en souviens d'autant plus que j'étais à Paris à ce moment-là. Donc ça m'a... Voilà, donc j'étais victime de rien du tout, mais en tout cas, j'étais dans Paris et j'étais dans le lieu où où les attentats se sont produits. Il y a eu plusieurs, il y a eu le Bataclan et puis ensuite il y a eu l'avenue Voltaire, je crois, et moi j'étais à l'avenue Voltaire, voilà. Donc d'autant plus, ce sont des moments de sidération et vous vous souvenez, alors c'est très bizarre, mais vous vous souvenez vraiment d'absolument tout. Et pourtant, vous savez, quand je tourne cette vidéo, nous sommes en 2025, donc ça va faire 10 ans cette année, et je me souviens exactement de tous les détails. C'est assez surprenant. Voilà. Donc vous voyez très bien que la mémorisation et donc la charge émotionnelle se fait d'autant mieux que l'émotion est forte. Et donc c'est exactement ce qui se passe pour aussi l'école, bien entendu. Et ça peut aussi se faire quand l'événement est répétitif à forte intensité émotionnelle négative. Par exemple, vous avez un élève qui a des mauvaises notes tout le temps, et vous avez un professeur indélicat, qui ne devrait même pas être professeur et être dans l'éducation nationale, mais qui s'amuse à faire des blagues, qui s'amuse à dévaloriser les élèves qui ont des mauvaises notes, par exemple. Vous voyez, ça fait une charge, ça peut faire une charge émotionnelle très négative, et ça de façon très répétitive. Ça peut ancrer chez l'enfant ou chez l'élève un ancrage négatif entre la peur et l'école. Donc un professeur qui s'amuse à se dire ah voilà, alors voici, je vais vous donner les notes des derniers, vous voyez, et puis il désigne les derniers à toute la classe. Donc ils sont montrés du doigt. Ça peut créer. Alors il y a certains élèves qui s'en foutent, mais pas tout le monde. Vous avez aussi les remarques de la part d'enseignants, des remarques négatives. Là aussi, une remarque négative en public qui ont l'air anodines peut complètement détruire un élève parce que justement, il y a cette charge émotionnelle qui peut se faire. Je prends un exemple tout bête que moi j'ai vécu quand je faisais du coaching scolaire en privé. J'avais un jeune de 17 ans qui avait une phobie scolaire parce que il avait été plus ou moins humilié. Alors l'enseignant ne l'a pas fait exprès, parce qu'on avait j'avais creusé le truc, mais il avait humilié cet élève alors qu'il avait convoité une jeune fille qui était dans la classe. Donc il y avait une notion d'ego et d'enjeu relativement fort, et le pauvre élève s'est fait casser, on va dire, ou détruire en public devant la jeune fille. Et là, ça crée vraiment une émotion si forte qu'il ne pouvait plus aller en classe. Il avait honte d'aller en classe et donc d'aller à l'école. Donc il refusait d'aller à l'école, tout simplement. Ça, c'était une vraie phobie scolaire, non pas due à un problème d'apprentissage, mais à un événement qui l'a mis en infériorité, en tout cas qui l'a ridiculisé devant quelqu'un auquel il y tenait. Voilà. Alors, les symptômes de la phobie scolaire. Donc là, je parle de symptômes, bien entendu. Donc déjà, il y a une fuite. Alors la fuite, c'est un des 3 comportements en situation de stress chez l'humain. Donc là, je vous renvoie à Henri Laborit, le chercheur français, qui montrait que en situation de stress, le comportement humain il y a 3 comportements humains, voilà. C'est-à-dire qu'il y a la fuite, il y a l'inhibition et la rébellion. Et un des symptômes bien visibles, c'est de l'élève, c'est de la fuite. C'est-à-dire que je ne veux pas aller à l'école, tout simplement, ce qu'on appelle l'école buissonnière. Alors, il peut y avoir une fuite sur l'apprentissage, c'est-à-dire qu'une mise au travail quasi impossible. Voilà, faites tes devoirs, l'enfant ne veut pas. Voilà, c'est quasiment impossible. Et surtout, les menaces n'y font rien. Le cas extrême, mais évidemment, c'est de refus d'aller à l'école. Ça se voit. C'est un peu rare, mais ça. Moi, j'ai vu en coaching scolaire justement ce jeune-là
il ne voulait absolument pas aller à l'école, c'est vraiment un refus catégorique. Hein, c'est pas j'ai pas envie d'aller à l'école, non, c'est un refus catégorique. Vous avez aussi un sentiment difficile à exprimer. Alors, je reviens sur ce refus d'aller à l'école. Par exemple, ma fille avait quand elle était petite une phobie scolaire. Par exemple, elle refusait d'aller à l'école. Mais quand je dis refuser, le matin, donc je l'ai amenée à l'école en voiture, elle s'était mise sous les roues de la voiture pour pas que je démarre la voiture. Vous voyez. Donc là, il y avait vraiment un problème, c'était vraiment un refus catégorique. Elle devait avoir 6-7 ans. Pareil, ensuite, le lendemain, elle s'était mise à vomir, elle était malade. Enfin voilà, vous avez des symptômes visibles de refus catégorique. Donc, voilà, donc après, ça a pu se solutionner. Donc je connais bien ce que ça veut dire phobie scolaire pour l'avoir en tant que parent vécu et en tant qu'aussi que coach, bien entendu. Voilà, donc je reviens sur le sentiment difficile à exprimer. Donc l'enfant n'exprimeront pas toujours que peu cette peur, hein, donc ça se manifeste par une non-envie. Donc là, c'est surtout quand cette phobie n'est pas très puissante. Hein. Comme je vous l'avais dit, vous avez des degrés différents de peur ou de refus. Donc, dans le cas de ma fille, c'était un refus catégorique. Ici, ça peut être lancinant. Donc, ça va être difficile. Donc, l'enfant et le jeune et l'enfant, ou non, les enfants et les jeunes, hein, n'exprimeront que peu cette peur. Donc, il y a une non-envie. Et vous avez une attitude différente, évidemment, selon les profils de l'enfant. Donc là, je vous renvoie au profil d'apprentissage, par exemple. Donc, quand vous faites les profils d'apprentissage, comme vous le savez, vous avez 3 niveaux. Là, c'est le niveau des profils d'identité. Donc là, je vous renvoie à ça. Hein. Mais simplement, par exemple, un profil de type rebelle, ça sera évidemment la rébellion. C'est-à-dire qu'il refusera catégoriquement d'aller à l'école. Donc quand vous avez un profil d'identité, par exemple chez une personne de profil aimable, donc là je vous renvoie au profil d'apprentissage, je ne vais pas détailler. Donc c'est peur du rejet, là l'élève ou l'enfant donc aura une inhibition. Ce sera un comportement d'inhibition et non pas de. Alors quelle solution et erreur à éviter? Alors évidemment les solutions vont dépendre du type, de la cause racine de la phobie scolaire, bien entendu. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est changer de cadre de référence, à savoir faire découvrir comment le jeune apprend. Hein. Donc le jeune va passer de je suis nul à j'apprends différemment. Donc ici, vous faites passer le test des profils d'apprentissage, tout simplement, hein, par exemple, pour créer ce changement de cadre de référence. Donc là, je vous renvoie à d'autres vidéos hein, sur comment on fait. Mais voilà, vous passez le test de ce profil d'apprentissage. La vertu de ce test-là, hein, c'est que vous créez un changement de cadre de référence. Parce que quand un élève dit « je suis nul », c'est aussi, on va dire, il peut le croire. Donc c'est une croyance évidemment limitante. Mais imaginez un élève qui se sent nul et qui est en plus quelque part humilié par un professeur ou par des professeurs ou par des critiques. Eh bien, à partir de ce je suis nul là, ça va créer une émotion forte et donc, tac, un ancrage extrêmement négatif lié à l'apprentissage. Donc ça, c'est pas rare de le voir. Hein. Et donc, évidemment, le jeune n'a plus envie d'aller à l'école ou n'a plus envie d'apprendre. Et donc, vous créez ce changement de cadre de référence avec le test de cette profil d'apprentissage. Donc, le jeune va voir comment il apprend concrètement. Et vous passez du « je suis nul » à « ah, j'apprends différemment » et voilà comment j'apprends différemment. Ensuite, vous pouvez aussi identifier les blocages d'apprentissage et les lever. Hein, donc, c'est ce que font d'ailleurs les coachs du collectif. Hein, c'est vraiment identifier tous les blocages d'apprentissage et lever tous les blocages d'apprentissage. Quand vous avez une forme de phobie scolaire légère, on va dire, ça c'est bien, la phobie s'enlève toute seule. Vous avez aussi le cas extrême, c'est de changer d'établissement. Voilà. Donc là, moi je sais que j'avais reçu 2-3 jeunes qui avaient une phobie scolaire. La solution a été de changer d'établissement et là, ça a pu poser de problèmes. Comme par exemple ce jeune, je reviens à cette histoire, hein, ce jeune qui était amoureux d'une jeune fille dans sa classe, c'était un lycéen. Bon voilà, l'une des solutions, c'était d'échanger cet établissement. Alors le problème, il a fallu trouver un moyen
pour qu'il puisse revoir cette jeune fille dont il n'avait pas les coordonnées, le numéro de téléphone. Ensuite, vous avez quand l'ancrage est vraiment fort, que c'est une phobie vraiment très forte, dans ces cas-là, vous passez par la thérapie ou l'hypnose pour enlever l'ancrage négatif. Par exemple, pour ma fille, elle a résolu ce problème de phobie scolaire par la psychomotricité. Donc, elle a fait 2 ans de psychomotricité qui lui ont fait un très grand bien. Vous avez aussi une solution qui est un peu radicale, c'est quitter simplement le système classique et donc envisager une réorientation vers des métiers où on apprend en faisant, c'est tout simplement l'apprentissage. Il y a des élèves, des enfants qui se révèlent, c'est plutôt des adolescents, qui se révèlent justement dans un apprentissage sur le terrain. Il y a une phobie scolaire, mais ça ne leur empêche pas d'apprendre dans un métier ou sur le terrain. Donc, vous avez de nombreux cas qui étaient comme ça, notamment Steve Jobs avait une forme de phobie scolaire, donc il avait du mal à apprendre à l'école, il avait même du mal à aller à l'école et donc il a appris sur le terrain. Pareil comme Elon Musk, il n'a pas de MBA, il n'est pas de Harvard, il a appris aussi sur le terrain. Ensuite, alors à éviter, la bêtise à éviter, mais on le voit énormément, c'est de coller une étiquette de trouble de l'apprentissage. Ça devient de plus en plus majeur en France, donc voilà, TDAH, etc., etc. Il faut savoir que les enfants TDAH, selon la Haute Autorité de Santé, donc c'est pas rien, c'est 5% des enfants, c'est que 5%. Donc il n'est pas rare aujourd'hui de voir des classes entières ou même la moitié des classes qui sont TDAH, d'accord. Et ça concerne que 2 à 3% chez les adultes. Donc évitez absolument de coller des étiquettes, comme la dyslexie, ça ne concerne que 5% de la population mondiale selon la Fédération de dyslexie européenne. D'accord. Et 2%, c'est de la dyslexie sévère. Donc là aussi, il n'est pas rare de voir plus de la moitié d'une classe diagnostiquée dyslexique. C'est du n'importe quoi. Et d'ailleurs, nous-mêmes dans le collectif, quand je fais le suivi des jeunes et quand on fait le suivi de jeunes en grande difficulté d'apprentissage, ils viennent à un bras long comme ça d'étiquettes de dyslexie, dyscalculie, TDAH, HPI, etc., diagnostiqués par des experts, et en fait c'est vraiment du flan. D'ailleurs le suivi se passe extrêmement bien, il n'y a aucune difficulté, donc il faut faire attention à ça, de ne pas coller des étiquettes à la va-vite, pour tout et n'importe quoi, c'est relativement facile, d'autant que ces étiquettes brident complètement le potentiel du jeune. Quand vous collez une étiquette, ça peut avoir un effet dévastateur, d'accord. Donc c'est mettre dans des cases, bien entendu. Alors, l'enseignement de tout ça, donc en tant que coach scolaire, la probabilité que vous ayez des enfants ayant une phobie forte ou légère, elle est forte, d'accord, donc sachez-le. Le deuxième point, c'est vraiment pour avoir la bonne solution, c'est d'identifier la cause profonde de cette phobie scolaire. Ça peut être simplement d'un événement très ponctuel, mais qui a été chargé émotionnellement d'une charge émotionnelle très forte et qui n'a pas forcément un lien avec l'apprentissage, comme ce jeune lycéen qui était amoureux d'une jeune fille. Il n'y avait rien à voir avec l'apprentissage en tant que tel. C'était la honte qu'il a eue à ce moment-là qui a fait cette charge émotionnelle négative tellement forte qu'il n'arrivait plus à rentrer dans la classe et n'arrivait même plus à rentrer dans l'établissement. Et puis, retenez aussi que la phobie, c'est un apprentissage avec de l'émotion très forte, parce que la mémorisation fonctionne d'autant mieux que la charge émotionnelle est importante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a clarifié un petit peu le sujet sur la phobie scolaire. Donc un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne bien entendu, vous avez de la formation gratuite là, je vous la mets en description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!